Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vous remercie très vivement de m'avoir invité à participer à cette manifestation. En réalité, je supplée Monsieur le bâtonnier Farid Hamel, qui s'intéresse beaucoup aux questions de l'état civil, mais qui, pour des raisons d'agenda, ne pouvait pas être avec nous dès le début de nos travaux. Mais je sais qu'il le regrette vraiment terriblement. Il essaiera de passer tout à l'heure vers midi, mais c'était un petit peu compliqué pour lui d'être là. Et le barreau de Lyon, ainsi que cela a été dit, soutient absolument et aucunement, sans réserve, soutient de manière inconditionnelle votre création de plateforme dans le cadre de l'association qui est celle de Regard de Femmes. Et pour tout vous dire, lorsque nous avons eu connaissance de ce projet et qu'il y a une demande de subvention qui avait été présentée auprès du barreau de Lyon, le fonds de dotation du barreau de Lyon a décidé à l'unanimité, c'est pas si fréquent sur ces questions-là, a décidé à l'unanimité d'accorder donc son concours financier pour la création de cette plateforme. Et le concours avait été versé d'ailleurs le 12 mars 2018. Donc c'est vous dire vraiment l'intérêt que les professionnels avocats, mais comme les notaires, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec Maître Denis-Pierre Simon, portent à ces questions d'état civil parce qu'on est au cœur de préoccupations qui sont tout à fait transversales, qui concernent absolument toutes les sociétés, tous les individus, toutes les nations et toutes les libertés, que ce soit les libertés publiques ou les libertés individuelles. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais vraiment en quelques mots à chaque fois vous livrer une introduction pour rappeler un petit peu du point de vue français la manière dont l'état civil a émergé et puis a pu essaimer aussi dans les autres pays, dans les autres cultures. Ensuite, j'aurai une première partie sur état civil et liberté publique, une deuxième partie sur état civil et liberté individuelle, où je prendrai deux exemples qui vous paraîtront peut-être dans un premier temps un petit peu loin de la pratique d'aujourd'hui, puisque je parlerai du changement de prénom, du changement de sexe aussi. On ne sera pas strictement parlant sur la déclaration de naissance, mais vous verrez que si les choses fonctionnent convenablement, si l'alignement des planètes est correct, je devrais retomber sur mes pattes et sur mes pieds pour vous livrer une petite conclusion et une démonstration. Ça va aller, j'ai appris cette expression hier soir, donc je la ressors parce qu'elle m'a beaucoup plu. Tout va aller très bien et ça va aller et on arrivera à retomber là-dessus. Alors, quelques mots simplement sur l'historique. C'est toujours intéressant de voir la manière dont les choses se sont mises en place parce qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire. Alors, l'état civil, comment s'est-il mis en place en France? En réalité, c'est ancien. Et vous le savez, ce n'est pas un scoop, les choses ont été prises en main, en réalité, très tôt par l'Église. Et dès le XIVe siècle, on trouve de manière un petit peu spontanée des créations de registres d'état des âmes, qui ont été mis en place dans certains diocèses et dans certaines paroisses par les curés eux-mêmes qui souhaitaient vérifier qu'il n'y avait pas de situation de bigamie, de concubinage ou d'impiété. Et l'un des plus anciens de ces registres d'état des âmes a été trouvé en 1303 à Givry, en Saône-et-Loire, terre de vigne, mais aussi, semble-t-il, on tenait à veiller à ce que les choses se passent bien de ce point de vue-là. Et puis ensuite, comme on a bien sûr senti pour que la société puisse se construire l'intérêt qu'il y avait de pouvoir identifier les personnes, c'est surtout au XIVe et XVe siècle que les choses ont évolué, notamment, et ça a été rappelé ce matin après l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui a rendu obligatoire le registre des baptêmes, toujours tenu par l'Église catholique. Et ensuite, à la suite du Concile de Trente qui s'est tenu entre 1545 et 1563, toujours sous l'égide de l'Église catholique, on a institué obligatoirement des registres de baptême, mariage et décès. Vous voyez, les choses se sont mises en place de manière assez régulée par l'Église catholique, avec bien évidemment la difficulté qu'on peut imaginer tout de suite pour les autres cultes, et notamment les protestants, qui n'avaient pas accès au registre du baptême, au registre du mariage et autres, et qui ont eu beaucoup de peine donc à faire reconnaître leur existence légale. Pratiquement, alors je passe sur l'édit de Nantes et l'édit de Fontainebleau et les périodes intermédiaires, mais pratiquement jusqu'en 1750, puisqu'il a fallu une campagne qui a été menée par Turgot pour faire reconnaître la réalité civile et de l'état civil des Huguenots.
Et c'est ensuite un décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 qui a défini un nouveau mode de constater l'état civil des citoyens, la tenue des registres étant retirée au curé et remise à ce moment-là au maire. Donc vous voyez la manière dont les choses ont pu se construire. On est passé d'une conception qui était une conception uniquement religieuse du point de vue de l'Église catholique pour déboucher ensuite, à la suite de la Révolution, sur une conception qui est une conception laïque, républicaine, publique. Ce qui est intéressant de voir quand même aussi, et on le reverra un petit peu en fin d'intervention, c'est qu'en réalité, pour qu'on ait un état civil qui soit public et laïque, il faut un État fort. Si on n'a pas un État fort, ce sont les instances religieuses qui peuvent s'emparer des questions de l'état civil et qui peut-être, pour certaines d'entre elles en tout cas, n'ont pas forcément vocation à être inclusives des autres individus. Donc vous voyez bien, on est là encore dans une espèce d'équilibre qui est un petit peu difficile. Il faut, pour que l'état civil soit fort, qu'il soit soutenu absolument par l'autorité public. Donc voilà la manière dont les choses se sont passées un petit peu. Alors on a, je le signale simplement parce que ce n'est pas toujours sûr, on a une tenue des registres de l'état civil en France en réalité qui est faite en partie double, une à la mairie et l'autre au tribunal de grande instance, hein, puisqu'on avait peur des pertes de registres et autres. Ça vient là aussi de l'histoire, puisqu'en réalité, cela avait été imposé dans l'ordonnance de Blois de 1579. Donc voilà pour ce petit rappel historique. Alors, j'en viens maintenant un petit peu au cœur de nos propos en termes juridiques, état civil et liberté publique. Alors, je n'insiste pas beaucoup parce que on a déjà dit des choses intéressantes et qui seront redites dans les différentes tables rondes qui auront lieu. La déclaration de naissance, c'est bien évidemment quelque chose qui est tout à fait fondateur. On voit mal comment un individu peut exister s'il n'a pas de déclaration de naissance, même si malheureusement on le sait. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées à la naissance, d'où l'intérêt de la plateforme d'ailleurs qui va être mise en place pour permettre de recenser un petit peu les bonnes pratiques qu'on peut avoir et arriver à trouver la connaissance pour remédier à ce type de situation. Mais là encore, il y a quelque part un espèce de paradoxe. Vous voyez, on s'est intéressé par exemple à la Déclaration internationale des droits de l'enfant, la Convention de New York, l'expression de l'enfant en justice et autres, avant même de s'intéresser finalement à ce qui constitue l'acte fondateur pour l'enfant lui-même, qui est la déclaration de naissance. L'objet de la déclaration de naissance, c'est d'insérer un enfant à l'intérieur de sa famille et de créer la parenté qui est un ensemble de droits et devoirs, ça a été rappelé aussi ce matin, je le dis. C'est vraiment quelque chose qui est fondateur, quelque chose qui est fondamental et qui, en cascade, permet après ça de lutter contre malheureusement des maux de notre 20e, 21e siècle qui sont extrêmement douloureux et difficiles. Les solutions d'apatridie, par exemple, puisque en général est attachée à la déclaration de naissance la reconnaissance d'une nationalité, ou encore des situations dans lesquelles les personnes peuvent se diluer elles-mêmes. Ce matin, par exemple, M. François-Noël Buffet, M. Krabal parlaient des mineurs étrangers isolés qui arrivent sur le territoire français, quand en plus ils ne sont pas documentés, quand en plus ils n'ont pas d'état civil précis, effectivement, il est très difficile de pouvoir les prendre en compte. D'où l'intérêt pour ces politiques de liberté publique de prendre en compte toutes ces notions, avec en plus l'internationalisation des familles, cela a été dit aussi, mais on ne peut plus faire sans. Nous sommes dans des sociétés où les gens changent de pays, changent de continent, se marient d'un côté, divorcent de l'autre, se réétablissent aux États-Unis, en Asie, en Afrique ou autre, vont mourir à un autre endroit et autres, ont des enfants, des successions, etc. On a bien évidemment tout intérêt à avoir des documents d'état civil qui soient fiables, ce qui impose, cela a été dit, mais je crois que c'est un argument de bon sens qu'il faut rappeler absolument, ce qui impose une coopération interétatique, une coopération internationale. On n'arrivera pas au but poursuivi si nous ne sommes pas en capacité de coopérer, d'où l'intérêt, à mon avis aussi, de fédérer toute cette action et toutes les choses à mettre en œuvre sous la bannière de la francophonie, qui me paraît vraiment être un excellent vecteur, parce que là encore, la francophonie, c'est quelque chose qui est transversal, qui ne s'arrête pas aux frontières d'un pays, qui ne s'arrête pas aux frontières d'un continent. Alors,
deux exemples simplement pour illustrer maintenant état civil et liberté individuelle. Donc je vous disais que ces deux exemples, ils vont peut-être vous paraître un petit peu loin de la question de la déclaration de naissance, mais pourtant je crois qu'ils sont très éclairants. Qu'est-ce qui se passe en France maintenant depuis un décret du 29 mars 2017 ? Qu'est-ce qui se passe en France depuis un décret du 29 mars 2017, qui est applicable d'ailleurs depuis le 28 mars, le lendemain de sa publication? Il est possible de changer de prénom devant l'officier d'état civil. Avant, la procédure en changement de prénom imposait que l'on saisisse le juge aux affaires familiales, et c'est le juge aux affaires familiales qui statuait, qui acceptait ou qui n'acceptait pas la demande de changement de prénom, en fonction d'une notion cadre d'ailleurs, qui est toujours la même, c'était celle de l'intérêt légitime du requérant. La procédure, maintenant, a été entièrement confiée, dans une première phase au moins, à l'officier d'état civil. Je devrais d'ailleurs plus parler de procédure, je devrais parler de processus. On a affaire à un processus administratif, c'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter devant l'officier d'état civil, de son lieu de naissance ou de son lieu de résidence, pour demander à changer de prénom. Éventuellement d'ailleurs, et j'y viendrai en abordant mon deuxième exemple, pour prendre un prénom qui n'est pas du genre dans lequel j'ai été déclaré à l'état civil. Il est parfaitement possible, par exemple, et je l'ai eu dans une situation, pour quelqu'un qui s'appelle Pierre, mais qui estime qu'il vit une situation de transsexualisme ou de transsexualité, de demander à s'appeler Samantha, par exemple. C'est le cas qui a été tenu dans l'officier d'état civil. Et l'officier d'état civil a deux possibilités lorsqu'il est saisi d'une demande comme celle-ci, ou bien il accède à la demande et à ce moment-là, on va porter en marge de l'acte de naissance la mention du prénom considéré, ou il la refuse, auquel cas il doit saisir le procureur de la République qui est le supérieur hiérarchique de l'officier d'état civil. Le procureur de la République peut passer outre le refus de l'officier d'état civil, auquel cas la modification sera faite, ou bien il va inviter le demandeur à saisir le tribunal, et c'est le tribunal qui va trancher. Donc vous voyez, on a quand même, sur le plan administratif, quelque chose qui est important et qui est un espace de liberté important pour les personnes. Quand on sait quel était en France le poids de l'immutabilité du nom et du prénom qui était très fermement encadré par des notions d'état civil, on donne un espace de liberté considérable, somme toute assez léger, devant l'officier d'état civil avec des déclarations qui sont enregistrées ou pas, et s'il y a contestation, simplement, on saisit le juge. Premier exemple. Deuxième exemple qui découle un peu du précédent, le changement de sexe à l'état civil. Il est possible maintenant à tout intéressé de saisir le tribunal d'une demande de changement de sexe. Cette saisine, elle se fait par requête simple, sans nécessité d'avoir recours au service d'un avocat. Donc on peut très bien faire cette démarche qui pourtant implique des conséquences extrêmement graves pour les personnes considérées sans nécessité d'un avocat. Et le tribunal, là encore, statue. On a mis aux orties l'ancienne jurisprudence par laquelle, normalement, on accède au changement de sexe simplement quand on venait parachever un processus physiologique. On peut renverser les choses maintenant. L'idée, si vous voulez, c'est que la personne doit avoir le droit de revendiquer le sexe dans lequel elle se sent bien, dans lequel elle se considère comme étant celui qui est le sien. Là encore, quand on sait la force que l'ordre public attachait à toutes ces notions, vous voyez qu'on a ouvert les verrous, on a ouvert les vannes de manière large et qu'on peut, bien sûr, très facilement maintenant obtenir le changement de genre, d'autant plus qu'on peut très bien, et c'est ce qui avait été fait dans mon dossier, commencer par changer de prénom pour aller ensuite devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance pour dire on va changer de genre. Quand mon Pierre est devenu Samantha et que je suis allé dans le tribunal en disant bah voilà, je présente Samantha, qu'est-ce qu'on fait, on change de genre ou pas, ça n'a pas trop posé de difficultés, on peut s'en douter quand même. Alors, vous allez me dire, mais comment va-t-il faire pour retomber sur ses pieds par rapport à nos déclarations de naissance? L'idée que je voulais faire passer, c'est celle-ci. C'est que lorsqu'on a des préoccupations d'état civil, des services d'état civil qui sont suffisamment forts, qui fonctionnent bien, qui sont clairs, qui sont lisibles, qui définissent un cadre qui est un cadre public, impératif et obligatoire. Une fois qu'on a tracé ce cadre-là, constitutif de liberté publique, à l'intérieur du cadre, on peut laisser aux individus une liberté qui est une liberté importante et suffisante. Et c'est en cela, voyez-vous, que je crois que les questions de l'état civil sont fondamentales. Elles intéressent les libertés publiques, mais elles sont aussi essentielles
par rapport aux libertés individuelles et elles ne peuvent pas être déconnectées les unes des autres. C'est pour ça que nous soutenons vos travaux, c'est pour ça que nous pensons qu'ils sont absolument essentiels, absolument indispensables, encore une fois, au XXIe siècle, et qu'ils auront des prolongements dont on lève un petit peu le voile seulement aujourd'hui, mais qui vont encore beaucoup plus loin qu'une simple organisation administrative ou que ce qu'on peut imaginer. On est véritablement au cœur de préoccupations qui correspondent à l'encadrement, à la mise en œuvre de dispositifs qui permettent la liberté des uns, la liberté des individus. L'Ordre des avocats au barreau de Lyon, et plus généralement d'ailleurs les avocats dans leur ensemble, sont naturellement très sensibles à toutes ces questions qui mettent en jeu les libertés, mais je sais aussi que les notaires sont aussi très sensibles et apporteront toute leur force et leur organisation aussi pour permettre ce respect effectif des droits. Je vous remercie.